Donc nous prenons le relais. Je sais que vous attendez mon collègue neuropsy, mais c'est moi qui vais quand même commencer puisque je me présente, je suis psychopédagogue. Il a absolument voulu que ce soit moi qui commence l'après-midi pour que je puisse vous expliquer que donc moi je suis dans l'établissement du CNPP de Nevers-le-Fil d'Ariane depuis c'est la 3e année et je fais partie de cette espèce de RPP de l'âge d'or puisque j'ai bénéficié d'une formation dans les années 80 qui formait des rééducateurs en psychopédagogie. Donc j'en suis ravie. Depuis, j'ai enseigné donc en poste d'adaptation, j'ai été rattachée à un réseau. J'ai vraiment eu un parcours moi, que j'ai trouvé enrichissant et j'essaie de continuer à faire vivre la psychopédagogie au CMPP de Nevers à ma place de rééducatrice en psychopédagogie, alors chargée d'une spécificité puisqu'il s'agit de mathématiques. Voilà, ce qui n'est pas la même chose dans tous les CMPP. Alors je laisse mon collègue se présenter maintenant. Merci Sylvie. Voilà, donc mon nom est Pierre Leclé, je suis neuropsychologue, je travaille au CMPP du Fil d'Ariane depuis presque 3 ans maintenant, 2 ans et demi on va dire. Donc aujourd'hui, moi je suis un petit peu venu vous parler de ce que je fais au CMPP, tout simplement. Quand notre directeur nous a demandé d'intervenir, moi je me suis un petit peu dit, oups, qu'est-ce que j'ai à voir avec la psychopédagogie finalement et finalement, c'est en discutant tout simplement avec Sylvie qu'on s'est découvert, disons, des points communs. Donc peut-être que vous verrez dans ce que je vais expliquer que je ne fais pas strictement de la psychopédagogie, d'ailleurs c'est pas mon travail. Mon diplôme ne m'a pas préparé à ça, mais nous avons une trame commune de fonctionnement, les liens avec l'école sont centraux dans notre travail, et donc on va un peu vous détailler les points communs qu'on a trouvés entre nos fonctionnements et les différences aussi. Voilà. Alors pour reprendre la problématique posée aujourd'hui, est-ce qu'apprendre ne constitue qu'une relation du sujet au savoir? Je vous propose un rappel sur qu'est-ce qu'apprendre. Donc, tout d'abord, il s'agit d'un processus individuel. Apprendre, c'est construire et organiser ses connaissances par son action propre, selon l'approche constructiviste. Et puisque tous les apprenants sont différents, il est important de faire prendre conscience à chacun de son profil et de ses stratégies d'apprentissage. Ça, c'est le courant des neuropédagogues, Joseph Réseau, c'est une des références. Où nous, on va se retrouver en tant que psychopédagogue. C'est ensuite un processus socioculturel. Nicole Poteau, en 2003, indique qu'apprendre, c'est d'abord agir et interagir avec son environnement. Et pour les humains, dans un milieu social et culturel qui en donne les motifs, les raisons et les moyens. Et on verra que le travail du sens est important également dans l'action psychopédagogique. Apprendre est également un processus de transformation. L'approche cognitive considère l'apprentissage comme un processus de traitement de l'information, celle-ci étant de nature cognitive et affective. Ainsi, l'apprentissage a pour objet le passage d'un état objectif d'information à un état subjectif de connaissance et de savoir. C'est un processus individuel de production, de construction mentale qui résulte de l'activité significative de sujets en relation avec des objets au sein d'un environnement donné. Ça, c'est Linard en 2001. Savoir apprendre, c'est aussi être autonome. Apprendre à apprendre, c'est viser sa propre transformation d'individu en apprenant. En fonction des contextes, c'est donc se préparer à être autonome. Et là, je cite Portine en 1998. C'est enfin une compétence qui s'acquiert. L'éducabilité cognitive peut être définie comme la recherche explicite de l'amélioration du fonctionnement intellectuel des personnes. L'OAR, en 1998. Donc elle part du principe que l'intelligence en tant que capacité cognitive d'auto-adaptation n'est pas fixée une fois pour toutes, et heureusement, elle peut être dynamisée. Ainsi, les travaux de Reuven Feuerstein, Rand et Hoffman à l'Université de Baltimore dès 1979 participent à ces concepts de modifiabilité cognitive structurelle, avec un outil spécifique qui est le programme d'enrichissement instrumental dont vous avez peut-être entendu parler, le fameux PEI,
qui a intéressé le médiateur, qu'il soit formateur, enseignant ou éducateur. Alors, je ne pratique pas le PEI comme tel, hein, mais simplement, il y a une inspiration de cet instrument qui permet de modifier l'intelligence et de modifier les capacités. Donc, ce développement se fait par l'action, la médiation et la métacognition. Donc, on peut écarter la question de la transmission du savoir et évoquer les modalités d'apprentissage qui se font par imprégnation, observation, guidance, répétition, imitation et donc par médiation. Cette dernière modalité qui nous intéresse aujourd'hui est appelée aussi interaction médiatisante et elle permet le développement des outils cognitifs qui amènent l'enfant à tirer parti des situations d'apprentissage direct. Les interactions s'avèrent donc facilitatrices d'apprentissage. Leurs sources viennent des parents, des enseignants et des pairs. Elles offrent des clés pour créer des liens et donner du sens, notamment à travers un travail d'explicitation. Adaptées aux besoins de l'enfant, elles stimulent et focalisent. Elles touchent la compréhension de la situation autant que la construction de la réponse la plus adéquate. Elles sont centrées sur le développement de l'enfant, en tenant compte de cette fameuse zone proximale de développement, concept de Vygotsky, et elle participe au développement des contenants de pensée nécessaires à l'intériorisation et au traitement des contenus d'apprentissage et de pensée. Elle est expérientielle, il ne s'agit pas d'une simple transmission de savoir, mais bien la prise de conscience de ce qui s'est passé dans ma tête, où la construction de la réponse est plus importante que la réponse elle-même. Dire comment j'ai su suppose avoir utilisé des mises en relation, fait des hypothèses, les avoir confrontées avec un raisonnement logique qui aboutit au choix de la réponse. La médiation favorise l'accès au savoir métacognitif, c'est-à-dire les savoirs sur soi, cette réflexivité sur ses propres modes de connaissance nécessaires aux apprentissages. Elle facilite les processus d'abstraction et de généralisation. Ceci permet ensuite le transfert des acquis d'une situation initiale aux autres situations qui présentent des aspects communs par une reconnaissance analogique des situations. En médiation, on va créer la structure cognitive nécessaire à l'établissement de ces liens. La métacognition va donc se nourrir de données subjectives, les influences de l'éducation, de la morale transmise, et de données objectives, les informations. Notre propre capacité à réfléchir nous permet de trancher, de prendre des décisions, de donner du sens et de faire des liens. Le médier prend conscience de ses outils cognitifs. Comment je sais, comment j'ai fait, en découvre d'autres, en cherche de nouveaux. Lorsque l'on parle de médiation d'apprentissage, on évoque le processus par lequel une personne passe d'un avant à un après, où un certain état de conscience a évolué, étayé par les interactions qui ont porté le germe du changement et résolu la situation de conflit ou de tension initiale. Le changement a d'abord porté sur le regard posé sur l'autre et en acceptant la médiation sur soi. La médiation permet donc la construction de nouvelles solutions, nouvelles façons de penser, de dire, de faire et d'agir. Il n'y a pas de médiation interpersonnelle sans de multiples médiations intrapsychiques pour chacun des protagonistes. Ces médiations provoquent des processus de changement qui amènent au changement de regard, de compréhension et de comportement. Donc, par rapport à ce côté un petit peu théorique, je vais replacer un petit peu mon rôle de psychopédagogue, notamment dans cet espace qu'est le CMPP Nevers. Alors, je vais distinguer deux espaces, c'est-à-dire l'espace rééducatif à l'intérieur, dans les murs, et puis je viendrai après à hors les murs, c'est-à-dire à l'école, ce lien que je vais faire entre mon espace rééducatif, la collaboration et la pluridisciplinarité que propose le CMPP, et puis l'école, qui est, rappelons-le, celui qui est le plus demandeur d'une aide. L'école, c'est l'école qui déclenche l'aide, qui dit voilà, votre enfant, enfin cet élève ne fonctionne pas et il faut le faire, enfin, faut qu'il lui permette de consulter. Donc nous, on reçoit la plainte de l'école finalement. Donc il faut en restituer quelque chose aussi à l'école. Donc nous, c'est notre position, à tous les deux d'ailleurs, et dans l'établissement. Donc moi, je commence toujours par faire un bilan. J'ai une fois par semaine un espace, enfin, un temps de bilan, donc je vais passer ce qu'on appelle un bilan logico-cognitif,
alors qui peut prendre plusieurs formes. Hein. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une évaluation et d'un outil de classe, hein. Donc j'utilise soit pour les gens qui connaissent, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, un TEDIMAT, un UDN2, le Zareki, hein, qui sont des outils qu'on utilise en principe peu dans les réseaux, enfin qu'on n'utilise pratiquement jamais dans les réseaux parce qu'ils demandent quand même un certain temps de passation. Donc c'est une passation individuelle et chaque passation me permet d'avoir une photographie de cet enfant-élève. Alors je vais dire les deux à chaque fois parce que heureusement au CMPP on prend en compte l'enfant avant de prendre en compte l'élève, hein, et je serai à ce titre parfois une maîtresse E et parfois une maîtresse G, tout dépendra de la problématique qui viendra là. Donc il y a un premier état des lieux qui est fait et je questionne souvent la famille et l'enfant sur sa façon de vivre l'école, sur les aides dont il bénéficie. Alors j'ai bien sûr devant moi déjà un petit peu une idée du parcours scolaire qu'il a eu, mais toutes les aides ne sont pas forcément indiquées. Les parents se trompent souvent dans les différentes aides aussi, dans le soutien. Est-ce ça a été un soutien spécialisé? Est-ce que c'est l'aide personnalisée dont on parle maintenant? Enfin voilà. Donc j'essaie de m'y retrouver un petit peu dans tout ce qui s'est mis en place ou pas pour cet enfant élève qui est devant moi. Voilà. Et j'essaie d'évaluer aussi un petit peu, donc j'évalue bien sûr un niveau qui va me permettre de dire si oui ou non la prise en charge en logico-cognitif va être nécessaire, mais j'essaie aussi surtout de mettre en place dès la passation du bilan une médiation pour voir si cet enfant-là, cet élève-là va saisir la médiation que je lui propose, la remédiation, les relances, l'explicitation. Voilà. Je ne vais pas faire passer un test, voilà, c'est pas un test de QI, c'est pas un test de niveau, c'est un test qui va permettre de voir déjà comment il s'y prend, quelle procédure il utilise. Même si, encore une fois, c'est pas un jeu, je dis bien à chaque fois que là on n'est pas dans un espace rééducatif, on est dans un espace de bilan, c'est-à-dire évaluer ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Et bon, j'ai déjà une idée donc de la problématique et quand on vient là, qu'on est nul en maths, parce que c'est souvent comme ça que les enfants se présentent, hein, les familles qui disent ah bah oui, mais bah moi c'est normal, j'y étais aussi. Hein. Donc voilà, j'essaie d'évaluer si on va pouvoir travailler ensemble et comment. Et souvent, en attente d'une prise en charge, parce que malheureusement, au CMPP de Nevers, comme dans beaucoup de CMPP, il y a des listes d'attente, comment éventuellement je vais pouvoir travailler avec les écoles et mettre en place une aide en attendant que la prise en charge au CMPP se fasse, la mienne ou d'autres d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, ça c'était donc le préalable, le bilan. Le bilan préalable. Ensuite, au sein de la prise en charge, qui est contractualisée par un DIPEC, élaboré et soumis à l'approbation du sujet, bien sûr, et de sa famille, bien sûr, ensuite, je participe à la transmission du savoir dans mon rôle de passeur, hein, qu'on a évoqué précédemment. Alors, bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai une formation, j'ai de l'expérience maintenant, je suis suffisamment âgée pour ça, donc il faut mettre ça aussi au service des enfants et c'est important. À l'interne, nous avons des réunions de synthèse d'évolution, des échanges entre thérapeutes, des réunions de pôles, des journées de réflexion institutionnelle qui contribuent à améliorer notre formation. Puis, ce qui est important, c'est de continuer à échanger, à élaborer ensemble, hein, et à proposer à l'enfant et sa famille le projet qui va lui convenir le mieux. Donc j'accompagne bien sûr cet apprenant dans son accès à l'autonomie et dans son projet d'insertion dans la vie professionnelle. Bien sûr, alors je propose des situations de remédiation adaptées, je tiens compte bien sûr, alors parfois de sa capacité à à adhérer à son projet scolaire. Alors là, il y a beaucoup à dire, hein, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont arriver qui ne sont pas encore tout à fait élèves et qui ne vont... Il va mieux valoir que je travaille en pédagogie de détour, hein,
Et puis il y a des enfants pour lesquels le lien avec les outils scolaires va pouvoir être abordé. Et à chaque fois, j'irai donc à l'école, j'irai ou je téléphonerai, enfin j'aurai contact avec l'école, mais souvent j'irai, pour relayer justement la connaissance que j'ai de ce sujet élève, et pour voir justement, pour pouvoir l'inscrire dans sa particularité et dans ce qui pose problème à l'école. Je vais interpeller, je vais participer à l'adaptation scolaire du projet pédagogique, si ça s'avère nécessaire. Alors, avec le partenariat des réseaux, quand je suis à l'école primaire, et c'est en général les lieux où ça marche le mieux, faut bien dire ce qui est, la présence déjà d'enseignants spécialisés, d'instances qui nous ressemblent quand même un petit peu, c'est important, ça permet aux gens d'avoir déjà réfléchi sur ce qu'est un élève en dehors de la classe. Donc je participe à des réunions d'équipe éducative, j'essaie de participer aussi à l'élaboration de PPRE, je vais dans les ESS, donc parfois c'est avec la MDPH, donc parfois c'est sans la MDPH, parfois c'est aussi dans l'instance PAI, c'est-à-dire avec le médecin scolaire. Tout dépend de la nature de la demande, des partenaires et de la famille, la demande de la famille aussi. Donc je relaie, je témoigne de l'évolution de l'apprenant, et donc j'essaie de participer à ce changement de regard important qui se passe dans les séances, mais aussi qui doit s'établir à l'école face aux enseignants et à leurs familles, et aux familles de ces enfants, et de permettre un ajustage des différents lieux de vie et d'apprentissage, ainsi qu'une mise en cohérence des actions dans un partenariat où chacun trouve sa place. On a affaire souvent aussi à des familles d'accueil où il est important de redire qui fait quoi. Des fois autour d'une table, en réunion d'équipe éducative, on se redit bien qui fait quoi. Voilà. Donc avant de passer au cas d'enfants que nous aurons en commun, je passe la parole à mon collègue. Voilà, donc je vais, comme je vous l'avais dit, commencer par vous expliquer un petit peu la manière dont je fonctionne. Donc comme je vous le disais, ça fait pas tellement longtemps que je travaille au CNPP finalement. C'était une création de poste, et ce dont je vais vous faire part, c'est également le reflet de la place que l'équipe du CNPP m'a accordée dans le fonctionnement. Donc globalement, mon activité est séparée en deux grands domaines. Le premier domaine, c'est toujours le premier domaine, effectivement, c'est l'évaluation neuropsychologique. Donc il faut savoir que ce sont les intervenants qui suivent les enfants qui peuvent me demander de réaliser un bilan auprès de l'enfant et de la famille. Nous avons une phase diagnostique avant de prendre les enfants en charge au CNPP. Moi, je n'interviens jamais dans cette phase diagnostique parce que le bilan neuropsychologique est un bilan qui est relativement lourd en termes de temps et pour d'autres raisons. Mais principalement, ce sont toujours les intervenants de l'enfant qui vont demander à ce que je puisse rencontrer l'enfant. Donc ça peut être un psychologue, ça peut être le médecin psychiatre, ça peut être le pédiatre, une orthophoniste, Sylvie, bon voilà, l'ensemble des professionnels qui travaillent sur le CNPP. Donc, selon la demande, selon la situation familiale, l'objectif du bilan va peut-être être variable. Pour vous donner des exemples, j'ai par exemple une demande de notre médecin psychiatre qui souhaitait que je voie un adolescent pour lequel diagnostic de psychose avait été posé. En tout cas, on m'a demandé d'intervenir pour savoir quel était le fonctionnement cognitif afin d'aider au mieux l'adolescent dans sa scolarité. Voilà, c'était pas toujours facile à l'école, il y avait des difficultés d'organisation dans la vie quotidienne, dans le travail scolaire, etc. Donc on m'a demandé un petit peu de donner mon avis sur son fonctionnement cognitif et comment ce fonctionnement cognitif s'applique aux apprentissages scolaires. Donc, premièrement, un des objectifs les plus importants vraiment de l'évaluation neuropsychologique, c'est un approfondissement du fonctionnement cognitif. Très souvent, systématiquement même, quand les enfants sont accueillis dans la structure, ils sont toujours vus par un psychologue, il y a une évaluation du fonctionnement intellectuel, une évaluation projective aussi, mais dans certains cas, le WISC ne suffit pas, ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas une batterie qui est suffisamment bien faite pour évaluer le fonctionnement cognitif en détail. D'ailleurs, ce n'est pas son rôle à la base. Globalement, on va me demander d'approfondir le fonctionnement cognitif. On a aussi des demandes un peu plus spécifiques pour des enfants qui sont toujours déjà suivis chez nous, par exemple de la MDPH. Pour affiner un projet d'orientation, on peut avoir besoin de mon avis. Voilà. Ou alors une réorientation du projet de soins en cours de suivi.
Est-ce que par hasard un suivi neuropsychologique ne serait pas intéressant pour tel enfant? On va d'abord passer par un bilan pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Alors le bilan, bon, il a une structure un petit peu traditionnelle, on va dire, puisque j'ai toujours une anamnèse avec la famille avant. Hein. C'est même peut-être l'élément central par rapport à ce qu'on peut se représenter d'habitude du métier de neuropsychologue, qui est quelqu'un qui fait passer beaucoup de tests. L'anamnèse avec les parents, elle est vraiment centrale, quoi. Elle est centrale parce que on va parler de la scolarité, on va parler de ce qui se passe à la maison, etc. J'ai vraiment besoin des parents pour m'apprendre finalement quelles sont les difficultés principales au niveau du fonctionnement scolaire, et déjà essayer d'avoir des informations sur le fonctionnement cognitif de l'enfant dans la vie quotidienne. Évidemment, quand j'aborde ça avec la famille, j'ai déjà beaucoup de tuyaux de la part de mes collègues puisque l'enfant est déjà suivi. Donc ensuite seulement je vais commencer à travailler avec l'enfant, à présenter les différentes passations. Donc finalement, comme je le disais tout à l'heure, le métier de neuropsychologue il est souvent représenté par la passation des tests. Bon, c'est sûr, ça nous caractérise un petit peu, mais c'est simplement un moyen de récolte d'informations, rien de plus. Ça prend du temps, il y en a beaucoup. Mais vraiment l'élément central, je pense, dans le bilan neuropsychologique, c'est l'anamnèse avec les parents et l'enfant. C'est déjà un premier moyen d'avoir des informations sur comment ça se passe à l'école, avoir des indices sur le fonctionnement, ce qui va orienter mon bilan après, et aussi savoir quelle est la connaissance que l'enfant peut avoir de ses capacités. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on a en commun quelque part, c'est cette question de la métacognition. Quelle est la connaissance que j'ai de mes outils mentaux, de mes outils cognitifs quand je suis dans les apprentissages. Alors, évidemment, quand je suis en bilan, c'est dans le cadre d'une consultation, c'est avec la famille, donc dans un premier temps, je ne m'occupe pas de savoir ce que peut penser l'enseignant, par exemple, de la démarche ou du fonctionnement cognitif de l'enfant. C'est vrai qu'on a souvent des familles qui viennent, bon ben voilà, à l'école on a dit qu'il était hyperactif, il est dyspraxique, des choses comme ça. Voilà. Moi je travaille toujours d'abord avec la famille, mais c'est vrai que dans certains cas, on peut avoir besoin de l'école pour compléter l'information dont on a besoin pour mener le bilan. Concrètement, l'objectif, donc, comme je le disais, c'était d'avoir un profil cognitif. C'est finalement un profil qui va être amené à déterminer les forces et les faiblesses de l'enfant au niveau des apprentissages. Par exemple, entre les grands domaines de la cognition, est-ce qu'on voit des différences importantes? Est-ce qu'on a des mémoires à court terme qui sont très en deçà de ce qu'on attend pour l'âge par rapport à un bon fonctionnement mémoire à long terme? Ça, c'est déjà des différences sur lesquelles on va pouvoir jouer pour adapter les stratégies d'apprentissage, etc. Informer l'école, bon voilà. Mais dresser un bilan cognitif seul comme ça dans le vide, ça n'a finalement que peu d'intérêt. J'ai toujours besoin de me confronter à mes collègues qui suivent l'enfant afin de confronter mon avis par rapport à ce que le psychologue peut m'apporter sur la structure de personnalité de l'enfant, sa place dans la famille, dans quelle mesure les difficultés sont un symptôme au sein du fonctionnement familial, les bénéfices secondaires, bon voilà. Donc au CMPP, on me demande de voir un enfant quand il est déjà suivi et je retourne vers ce suivi après pour confronter mes opinions aux collègues qui m'ont demandé l'évaluation. Alors, le bilan lui-même, c'est pas seulement un bilan, pour moi c'est déjà quelque part une prise en charge, puisque évidemment après l'évaluation, moi je vais rédiger un compte rendu, je vais le mettre dans le dossier, etc. Mais je vais également passer du temps, un autre rendez-vous avec les parents, avec l'enfant, pour faire une restitution. Et pour moi c'est là que le bilan dépasse le simple cadre d'un bilan, il est déjà quelque part une aide, un soin en tant que tel, puisque dans certains cas on peut par exemple discuter avec un adolescent de ces différences importantes qu'il peut présenter entre certains domaines de la cognition et voir comment lui s'organise déjà à l'école, au collège ou au lycée, pour compenser certaines difficultés. Alors, moi personnellement, je ne suis pas nécessairement très axé sur le fait de poser des étiquettes, etc. Bon voilà, par exemple la dyspraxie, je ne sais pas si c'est toujours très intéressant d'en parler tel quel, sauf si on peut obtenir des aides officielles via la MDPH par exemple, mais si on doit parler de dyspraxie par exemple, ce sont généralement des enfants qui ont des aptitudes verbales extrêmement importantes, avec en face des aptitudes non verbales en retrait, on va dire ça comme ça, des difficultés
de motricité fine, etc., des difficultés visuelles importantes. Donc on peut déjà discuter avec l'adolescent aussi de ce que, si lui a des trucs déjà qu'il a pu organiser dans sa scolarité pour compenser ces difficultés avec ses importantes capacités verbales, par exemple. Souvent, on peut aussi travailler avec la famille à ce niveau-là. Pour reprendre l'exemple de la dyspraxie, on va souvent avoir des familles qui vont décrire leur enfant comme lent. Ah bah oui, à l'école, il est très lent. Il termine jamais ses contrôles, il est toujours dernier. Donc du coup, il perd des points parce qu'il n'arrive pas à terminer les contrôles. Bon voilà, toujours des choses comme ça. Dans ces cas-là, on peut par exemple discuter avec la famille des évaluations orales, par exemple. Comment est-ce que ça se passerait à l'école si on n'avait pas de demande en termes d'écriture, par exemple? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on présenterait comme lent, toujours, l'adolescent en question? Voilà. Donc, une fois que le bilan a été fait et qu'on a une connaissance approfondie du fonctionnement cognitif, on peut revenir sur certaines choses avec la famille et envisager après un travail. Alors, soit un travail en rééducation avec moi, donc là c'est un travail neuropsychologique spécifique pour certaines difficultés que j'aurais pu objectiver, mais c'est pas mon travail le plus important. Pour vous donner une idée, moi je suis employé à temps plein au CMPP, j'ai environ 16 heures d'évaluation neuropsychologique par semaine, et je n'ai qu'une dizaine de séances de prise en charge sur mon emploi du temps, et encore sur cette dizaine de séances, il y a la moitié c'est pour ma place au CESAD. Donc en réalité, je ne vois que 5 enfants en suivi par semaine au CMPP. Simplement parce que ma façon à moi d'apporter le suivi à l'enfant dans le cadre du projet de soins au CMPP, c'est surtout la rencontre avec l'école. C'est de nouveau un point commun que nous, on a avec Sylvie, et en discutant au début, savoir comment on allait un petit peu présenter les choses, c'est vraiment le premier point commun qu'on s'est trouvé. C'est que on a besoin d'aller à l'école pour que notre prise en charge, quelque part, elle soit efficace. C'est pour moi indispensable. C'est bien de dire à la famille, voilà, votre enfant, il a telle difficulté, il a tel point fort, il pourrait faire ça, ça ira peut-être mieux à l'école dans certains apprentissages, mais je ne peux pas me permettre de rester dans mon bureau. J'ai besoin de sortir de mon bureau, et c'est seulement, je trouve, le partenariat, bon, d'une part avec mes collègues professionnels au CNPP, mais le partenariat avec les enseignants, qui va faire que le bilan il va servir à quelque chose et qu'il puisse être traduit en quelque chose d'utile pour l'enfant ou l'adolescent dans le milieu scolaire. Sachant, voilà, on va le redire aussi, tu le diras peut-être après, mais que l'école, c'est à l'école que l'enfant passe le plus clair de son temps. L'enseignant a l'enfant, le jeune, 6 heures par semaine, par jour. Au collège, c'est pareil. Donc, il faut absolument redonner aux enseignants une part de quelque chose de notre travail pour que l'enfant et l'élève puissent réinvestir quelque chose à l'école. Voilà, on ne peut pas se contenter de dire, voilà, maintenant, il fonctionne bien dans ce que je lui propose. Il faut aussi qu'il puisse fonctionner mieux à sa place d'élève à l'école. Et c'est pour ça que l'école, l'institution éducation nationale, a une part aussi à jouer. Donc, du coup, l'équipe des enseignants. Alors évidemment, j'ai oublié de dire que quand je propose d'aller rencontrer l'école, de travailler avec l'école, finalement, c'est toujours en accord avec la famille, bien évidemment. Alors, c'est quand même important aussi pour moi de ne pas débarquer à l'école et de brandir un profil cognitif en disant, bah voilà, l'enfant en question présente telle difficulté, donc il faut faire ça, ça, ça et ça, et puis il y a certains points forts, il faut faire ça, attention, il y a d'autres difficultés, il ne faudrait surtout pas faire ça avec lui. C'est vraiment un partenariat, parce que voilà, moi je me refuse à débarquer avec mes gros sabots et dire comment il faut faire, c'est vraiment pas ça le but du jeu. On a chacun nos contraintes aussi, à l'école il y a des contraintes, donc souvent moi je me suis rendu compte au début de ma pratique que c'était pas facile pour moi. Voilà, il y a beaucoup d'adaptations, soi-disant, qui sont préconisées pour des difficultés précises, voilà, telle ou telle difficulté, qui sont finalement très difficilement applicables dans la vie quotidienne, dans l'environnement quotidien de l'enfant. Et là, c'est un point commun qu'on a encore, c'est la question de la généralisation, du transfert des acquis. Si on a des prises en charge, on a des évaluations qui montrent telle ou telle chose, etc., il faut peut-être pouvoir discuter avec l'école de ce qui est réellement réalisable sur le terrain pour être sûr qu'on va avoir un effet dans l'environnement. Mon travail, c'est vraiment un travail métacognitif. C'est dans un premier temps, apprendre à se connaître, apprendre à appréhender ses points forts, ses points faibles, et puis ensuite amener l'enfant à essayer de découvrir des stratégies compensatoires pour les points faibles en fonction de ses points forts.
quelque chose qu'on nous apprend beaucoup en neuropsy, c'est qu'une stratégie qu'on va apprendre à quelqu'un, elle ne va pas être utilisée beaucoup. Donc c'est mon but dans mes suivis, c'est vraiment d'amener l'enfant à découvrir ce qui peut lui être utile à l'école. Alors une fois que c'est fait, on a déjà fait un pas en avant. Après, il faut sortir du bureau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question de la généralisation. Si l'enfant il arrive à faire quelque chose qui peut l'aider dans mon bureau, moi ça ne me sert à rien. Mon travail n'a pas plus avancé. Mon objectif après, ça va être de travailler avec l'école pour que ce quelque chose qui a avancé en séance avance ensuite dans l'environnement scolaire. Sinon, pour moi, voilà, j'ai pas été plus efficace qu'en ayant fait juste un bilan, quoi. Voilà, donc c'est ce que j'avais noté. L'absence de généralisation dans l'environnement est pour moi un synonyme d'échec pour la prise en charge.